Ceci est une droite. Enfin, pas exactement, non. Pas du tout en fait, non. Ceci n'est pas une droite. Au même titre que ceci n'est pas une pipe. Non. Ceci n'est qu'une représentation d'une droite. Et pour cause. Vous voyez pourquoi? C'est quoi une droite? Eh bien, une droite, pour être simpliste, c'est une succession infinie de points, tous collés les uns aux autres avec une certaine configuration. Dans ce cas, pour savoir ce qu'est réellement une droite, il faudrait savoir définir un point. On définit le point comme étant le plus petit élément de la géométrie. En d'autres termes, le point est le seul élément de la géométrie à ne pas pouvoir être considéré comme la réunion d'autres éléments géométriques plus petits car il n'en existe pas. Rien que cette définition devrait, en théorie, vous faire bugger légèrement si vous n'êtes pas un adepte des mathématiques poussées, car cette définition fait appel à la notion d'infiniment petit. Si petit que l'on dit que la dimension d'un point est nulle. Et c'est là le problème de la représentation d'un point. Comment représenter quelque chose de dimension nulle, quelque chose que l'on ne saurait voir par définition? Il faut ici faire appel à l'imagination qui nous a été donnée si généreusement par la nature. Après tout, comment pourrait-on représenter le vent sur un dessin? C'est vrai quoi, le vent est invisible. On va donc conceptualiser le point et représenter cette conceptualisation par le centre d'une croix. Quelle ironie, n'est-ce pas? Vous voyez pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que la droite est définie à partir d'un point, et que là, nous avons représenté un point comme l'intersection de deux segments, donc de deux parties de droite. N'avez-vous pas l'impression que c'est le poisson qui se mord la queue? Si tel est le cas, c'est normal, et pour paraphraser un grand scientifique, si vous avez compris quelque chose, c'est que je n'ai pas été assez clair. Une ligne, comme tout autre type de courbe de dimension 1, est une succession d'objets de dimension 0, à savoir les points. Donc une ligne n'a pas d'épaisseur. Par conséquent, elle n'existe pas physiquement en tant que telle. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que ceci est une droite. Non, la seule chose que l'on peut dire, c'est que c'est une représentation d'une droite. Et si l'on pousse notre raisonnement plus loin, comme un plan est une réunion infinie de droites, ceci n'est pas un plan, mais une représentation d'un plan. L'être humain a besoin de représenter les choses dont il parle, afin que le plus grand nombre de personnes perçoivent à peu près la même chose. Quelquefois, c'est difficile. Surtout quand on parle d'infini. Pub, 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 pub. Vous êtes nul en maths? Vous souhaitez progresser et épater votre prof? Le site mathweb.fr est fait pour vous. Avec sa section cours, profitez gratuitement des cours de lycée. Avec sa section blog, explorez des contrées merveilleuses de la réflexion. Avec ses livres d'exercices corrigés, devenez un crack et repoussez l'échec aux maths. Pour seulement 3,99€, vous pourrez vous procurer le livre de première ES. Et pour seulement 5,99€, vous pourrez vous procurer le livre de seconde, de première S, de terminale S et de terminale ES. Alors n'attendez plus et connectez-vous à mathweb.fr. Pub, 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 pub. On le sait tous, les nombres entiers sont en quantité infinie, tout comme les nombres réels. Tout comme? Vraiment? Rien n'est moins sûr. L'ensemble des nombres entiers, dits naturels, est l'ensemble contenant les nombres 0, 1, 2, 3, 4, etc. On peut le représenter schématiquement de la manière suivante. D'après vous, y a-t-il autant, plus ou moins d'entiers pairs que de nombres entiers? Nous pourrions être tentés de répondre qu'il y a moins d'entiers pairs que d'entiers naturels. Mais si nous mettons côte à côte les deux ensembles, à savoir l'ensemble des entiers naturels à gauche et l'ensemble des nombres pairs à droite, nous voyons que chaque nombre pair est obtenu à partir d'un nombre naturel par multiplication par 2. En termes mathématiques, on dit que les deux ensembles sont en bijection, c'est-à-dire qu'à tout nombre de l'un, il ne correspond qu'un seul nombre de l'autre. Autrement dit, il y a autant de nombres dans les deux ensembles. Contre-intuitif, n'est-ce pas? Mais il y a mieux. D'après vous, y a-t-il autant, plus ou moins, de nombres rationnels que d'entiers naturels? Pour répondre à cette question, considérons l'application suivante. Celle qui, à tout nombre rationnel A sur B, associe le couple AB, où A est un entier relatif et B un entier naturel non nul. Elle est injective car les images de deux rationnels différents seront nécessairement différentes.
De plus, on peut compter les éléments de l'ensemble Z croix n, ce qui signifie que Q est dénombrable, et donc que son cardinal est le même que celui de n. Et donc, les deux ensembles ont le même nombre d'éléments. Il y a donc autant de nombres rationnels que d'entiers naturels. L'infini permettant de dénombrer les nombres entiers est noté aleph 0. Là, vous allez me demander, mais pourquoi donc avoir indicé cet aleph? Eh bien, peut-être parce qu'il n'est pas le seul infini. Et oui, il y a plusieurs infinis. Prenons par exemple l'intervalle 0,1, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nombres réels compris entre 0 et 1. Nous allons montrer que cet intervalle n'est pas comme Q, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dénombrer tous les nombres qui s'y trouvent. Pour cela, raisonnons par l'absurde et considérons que l'on peut justement dénombrer tous les nombres réels compris entre 0 et 1. Dans ce cas, on peut écrire l'intervalle 0,1 comme l'ensemble d'un certain nombre de xn, où chaque xn peut s'écrire 0,an1, an2, etc. Maintenant, posons pour tout entier naturel n, bn différent de ann, et considérons le nombre x qui est égal à 0,b1, b2, b3, etc. Ce nombre est nécessairement différent de tous les xn, car son chiffre des dixièmes, b1, est différent de celui de x1, donc x différent de x1. Son chiffre des centièmes, b2, est différent de celui de x2, donc x différent de x2, etc. Nous venons donc de construire un nombre qui est différent de tous les nombres déjà considérés, et pourtant, il est bel et bien compris entre 0 et 1. Donc, notre hypothèse de départ, qui consistait à considérer l'intervalle 0,1 comme dénombrable, ne tient pas. Cette démonstration est appelée le principe diagonal de Cantor. Ainsi, l'intervalle 0,1, et par extension l'ensemble des nombres réels, n'est pas dénombrable. Son cardinal n'est donc pas le même que celui des entiers naturels, et on démontre qu'il est égal à 2 exposant aleph 0. Ce nouveau cardinal sera considéré comme aleph 1 par Georges Cantor. C'est ce que l'on appelle l'hypothèse du continu, car en fait ici, rien n'a été démontré. On peut donc résumer l'hypothèse du continu par l'égalité aleph 1 égale 2 aleph 0. S'il y a une chose que j'ai apprise au cours de ma vie mathématique, c'est qu'il faut se méfier de l'infini, car on a très vite fait de dire de grosses conneries si on ne fait pas attention. Voici quelques exemples. D'après vous, est-ce que le nombre 0,999999, etc. est égal à 1? On pourrait se dire au premier abord que non. Et pourtant, notons x, le nombre 0,999999, etc. Alors, si l'on multiplie par 10, on obtient 10x égale 9,999999, etc. C'est-à-dire 9 plus 0,999999, c'est-à-dire 10x égale 9 plus x. Dans ce cas, en soustrayant x de part et d'autre du signe égal, on obtient 9x égale 9. C'est-à-dire, en divisant par 9 à droite et à gauche, x égale 1. Ne cherchez pas l'embrouille, il n'y en a pas. Ce n'est pas l'une de ces démonstrations foireuses où l'on essaie de vous faire croire que 1 égale 2. Non. Ici, on a bel et bien 0,999999, etc., qui est égal à 1. C'est un fait, et il faut l'accepter. Un nombre peut avoir plusieurs écritures possibles. Après tout, on a bien 3 sur 3 qui est égal à 1. On voit donc bien que 1 peut s'écrire autrement qu'avec le symbole 1. Quand on parle de l'infini, il faut s'en méfier comme du démon Gorgon. Il nous pousse quelquefois à faire des choses pas cool du tout. Prenons un exemple. À l'intérieur d'un carré de côté 1, construisons un quart de cercle comme ceci. Maintenant, construisons un carré de côté 1,5, à l'intérieur duquel on va mettre à nouveau un quart de cercle, comme ceci. Et poursuivons cette construction. Poursuivons-la à l'infini. En tout cas, imaginons que nous fassions cette construction sans jamais nous arrêter. La question que l'on est en droit de se poser est: la longueur totale de la spirale rouge construite grandit-elle sans arrêt aussi? Pour répondre à cette question, bien que notre démon Gorgon nous pousse à répondre de façon affirmative, tentons une approche mathématique et posons L indice 1, la longueur du premier quart de cercle de rayon 1. Alors, L1 est égal à pi sur 4, car la longueur est égale au quart du périmètre du cercle de rayon 1, et ce périmètre est égal à pi fois le rayon au carré, c'est-à-dire pi fois 1 au carré, à savoir pi. Quant au second quart de cercle, c'est une réduction de coefficient 1,5 du premier. Donc sa longueur est exactement égale à la moitié du premier. Ainsi, L indice 2 est égal à 1,5 de L indice 1. Et dans un cas général, le nème quart de cercle
à une longueur égale à la moitié du quart de cercle précédent, ce que l'on note mathématiquement ainsi. La longueur totale de la spirale rouge est donc égale à L1 plus L2 plus L3, etc. jusqu'à l'infini, c'est-à-dire pi sur 4 plus 1 demi de pi sur 4 plus 1 sur 2 au carré de pi sur 4, etc. Les connaisseurs auront reconnu ici une progression dite géométrique. En effet, pour passer d'un terme au suivant, dans cette somme, on multiplie toujours par un même nombre, à savoir 1 demi, que l'on nomme la raison. En factorisant par pi sur 4 cette somme, on obtient l'égalité suivante. Ce qu'il y a dans les parenthèses est de la forme S égale 1 plus q carré plus q au cube, etc. jusqu'à l'infini. Afin de ne pas avoir affaire à l'infini, je vais poser S indice n, la somme tronquée 1 plus q carré plus, etc. jusqu'à q exposant n. Si on multiplie Sn par q, cela donne q fois Sn égale q plus q carré plus q au cube plus q exposant 4 plus, etc. jusqu'à q exposant n plus q exposant n plus 1, c'est-à-dire que q fois Sn est égal à Sn moins 1 plus q exposant n plus 1. Donc, q fois Sn moins Sn est égal à q exposant n plus 1 moins 1, et on obtient Sn égale q exposant n plus 1 moins 1 sur q moins 1. Si q est compris entre 0 et 1, comme dans notre exemple, puisque q est égal à 1 demi, quand n devient de plus en plus grand, donc si n tend vers l'infini, q exposant n plus 1 se rapproche de plus en plus de 0. En effet, 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, etc. se rapproche de 0. Donc, quand n tend vers plus l'infini, Sn se rapproche de 1 sur 1 moins q. Donc la longueur totale de notre spirale rouge est égale à pi sur 4 fois 1 sur 1 moins 1 demi, à savoir pi sur 2. On le voit donc ici, notre spirale, qui pourtant est infinie, a une longueur qui est finie. Elle vaut précisément pi sur 2. Il faut donc accepter qu'un objet infini est un périmètre, ou une aire d'ailleurs, finie. Ce qui défie notre entendement n'est pas nécessairement faux. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que dès lors que vous touchez un calcul où intervient l'infini, faites très attention à ce que vous dicte votre intuition. Il y a des règles à suivre, et ces règles sont très précises car élaborées par des génies de l'infini. Je vous laisse méditer sur ça, et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour d'autres aventures mathématiques.